Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Diasporama, une série de visio-entretiens qu'organise le Soir d'Algérie à travers ses plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site web, nouvelle version puisque il s'est donné un nouveau look plus responsif et plus adapté aux exigences technologiques actuelles et bien entendu diffusion large sur nos réseaux sociaux. Alors, Diasporama, vous le savez maintenant, vous qui suivez ces entretiens, vise à faire connaître les Algériens du monde entier, à leur donner la parole pour s'exprimer et aussi à tisser des liens entre eux et leur pays de résidence, entre eux dans leur pays de résidence et leur pays d'origine. Une Algérienne à Tahiti. Elle s'appelle Khadija Benouataf et à partir de Tahiti, nous nous retrouvons avec combien d'heures de décalage? Bonjour Khadija. Bonjour Maya. Eh bien, ici à Tahiti, il est 10 heures moins le quart du matin. Il y a 11 heures de décalage exactement. 11 heures de décalage avec l'Algérie, c'est énorme. Alors, comme on est sur le web, on peut être regardé à n'importe quelle heure à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Donc, on va retenir que nous avons 11 heures de décalage horaire et pourtant, nous avons à peu près la même lumière, peut-être pas complètement les mêmes températures, mais on va dire une même lumière. Est-ce que vous le confirmez? Une très très belle lumière. Oui. On peut dire que c'est la même que Alger? Qu'est-ce que vous avez retrouvé à Tahiti qui vous rappelle Alger? Est-ce que c'est le même climat, la même lumière, la même Chose. Alors, luminosité ou pas? c'est pas le. Non, la lumière d'Alger est unique. Je crois que je l'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs. Et le ciel bleu d'Alger est unique aussi. Mais ici, le ciel est très grand et très vaste. L'horizon est très vaste. C'est ça qui est beau. À Tahiti, Oui, il y a de la place dans le ciel pour les nuages, la pluie, les arcs-en-ciel. Voilà, c'est pas un ciel. Le ciel n'est jamais tout bleu. Il y a toujours quelques nuages qui flottent. Il y a des averses assez régulièrement. C'est un climat tropical oui, plutôt. C'est très oui. chaud et très humide. Le brushing ne tient pas à Tahiti. Je veux bien vous croire. Alors, avant de nous dire, ce qui vous a amené à Tahiti la toute première fois, nous allons vous présenter. Vous êtes, impact stratégiste, d'abord, vice-présidente chez Impact Social Club. Vous allez nous en parler tout à l'heure de ce métier. Auparavant, vous étiez journaliste, d'accord, et vous êtes à Tahiti en tant que coordinatrice du Festival international du film documentaire océanien, le FIFO, que vous coordonnez à partir de Paris. Un festival qui vient de se clôturer d'ailleurs, hein, il y a quelques jours, et vous êtes d'ailleurs sur place pour le déroulement de ce festival. Alors, vous avez plusieurs casquettes, Khadija Benouataf, donc femme de communication, femme d'impact, stratégiste d'impact et coordinatrice d'un festival. Est-ce qu'on peut trouver un lien entre toutes ces catégories? Oui, bien sûr. Je suis venue au festival documentaire par le journalisme, en fait. Et je suis venue à l'Impact par le documentaire. Donc peut-être qu'il faut expliquer un petit peu ce qu'est l'Impact. L'impact pour le documentaire, c'est quand on utilise le documentaire comme outil de changement on va mettre le documentaire au service d'une cause, au service du sujet généralement dont il traite. Et on va en utilisant le documentaire, en le montrant aux bonnes personnes qui peuvent faire bouger les choses, eh bien on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un changement social positif. C'est-à-dire Oui. qu'on va essayer de faire bouger les lignes sur un sujet précis. Généralement, ce sont des sujets sociétaux, des sujets culturels, environnementaux. Et aujourd'hui, ça se développe beaucoup parce que en fait, le documentaire d'impact, c'est simplement des documentaires engagés, avec des réalisateurs engagés qui veulent Mmh. défendre une cause. Et donc, ils mettent le documentaire au service des acteurs de terrain, des associations, des ONG, de tous ceux qui luttent, voilà, pour une cause précise et définie. Est-ce que c'est ce genre de documentaire qu'on va retrouver, à Tahiti dans le FIFO? Alors, le FIFO, c'est un festival de films engagés. C'est un festival qui a été créé donc en Océanie. C'est le festival du film océanien. L'Océanie, c'est ce que Jean-Marie Leclésio appelait le continent invisible, tellement c'est grand. C'est grand, il y a des Mmh. grandes îles et des petites îles. Les grandes îles connues, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Il y a aussi la Polynésie française, mais il y a plein de petites îles, les Tonga, le Vanuatu, les îles Cook. Vous savez, c'est ces petits pays dont on n'entend parler que pendant le défilé des Jeux Olympiques. Généralement, ils ont des petites délégations, il y a un drapeau et 3 ou 4 personnes, et on n'en entend pas parler autrement. Et le FIFO, eh bien, il a été créé par 2 hommes, l'actuel ministre de la Culture en Polynésie, Heremwana Mama Tuayahutapu, et Wallace Kotra, qui est calédonien. Il a été créé pour libérer la parole des Océaniens, des autochtones du Pacifique. Parce que cette région du monde, elle a été découverte, entre guillemets, par les Occidentaux à partir du XVIe siècle. Mais c'est surtout eux qui ont parlé, c'est eux qui ont raconté l'histoire. Et le FIFO, il est là pour porter la parole de ceux qui sont originaires de ces îles, des populations premières de ces îles. Voilà. Donc c'est en effet Formidable. engagé. Et comme c'est une région qui a été massivement colonisée, soit par la France, soit par l'Angleterre, soit par les États-Unis, eh bien, il est beaucoup question ici de colonisation notamment. Ça doit vous interpeller quand même. Bien sûr. Oui. Alors, de quelle manière, vous, Algérienne, à Tahiti, entre Tahiti et la France, vous trouvez ces liens, ces similitudes avec votre pays d'origine? Il y a plusieurs choses. Un, le fait que Tahiti, même si c'est aujourd'hui un pays d'outre-mer, comme on dit, et qui a une certaine autonomie, c'est une colonie française. Et on retrouve des choses communes quand on est originaire d'un pays qui a été colonisé et quand on arrive dans un pays colonisé. Donc là, il y avait ça. Il y avait la deuxième chose qui est les essais nucléaires. Il y a eu à Tahiti plus de 200 essais nucléaires entre 66 et 96. Et les essais nucléaires ont été faits à Tahiti quand la France a quitté l'Algérie, parce qu'elle avait commencé ses premiers essais nucléaires en Algérie. C'est une question qui est toujours brûlante ici à Tahiti, et les familles essayent toujours d'avoir réparation parce qu'il y a énormément de maladies induites et beaucoup de cancers qui se sont développés à cause de ces essais nucléaires-là. Et d'ailleurs, il y a des points communs et il y a des discussions entre les associations qui se battent pour la reconnaissance du fait nucléaire ici à Tahiti et en Algérie. Et je crois que même dans l'actualité, mais vraiment ces derniers jours, il y a une avocate algérienne qui attaque l'État français devant la Cour pénale internationale pour les essais nucléaires qui ont été faits en Algérie. Et pour cette plainte-là, elle s'est appuyée sur le dossier polynésien. Donc voilà, il y a ces liens-là qui sont des liens assez politiques. Et puis après, ce que j'ai retrouvé à Tahiti, qu'on a en Algérie et qui est très particulier, c'est la hnana. C'est la hnana qu'on a Vous dire que c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple qui témoigne de l'affection, c'est ça? C'est un peuple chaleureux, c'est un peuple... après, je ne veux pas faire de grandes généralités, mais en tous les cas, ici, on retrouve notamment avec... moi, je n'ai pas mon permis de conduire, donc j'ai beaucoup circulé à pied, et à l'époque, on appelait ça les trucks à Tahiti. Ça n'existe plus aujourd'hui pour des raisons je crois, de normes sécuritaires, mais c'est des camions qui sont en bois et complètement ouverts, en fait, où il y a 2 bancs de chaque côté, et on s'assied les uns à côté des autres, et on circule dans l'île comme ça, mais il y a une seule route sur l'île de Tahiti. D'accord. Et ces bus sont souvent pris par les mamas. Ce qu'on appelle les mamas, c'est les chichettes, les personnes âgées, les femmes qui vont faire leur marche, etc., et qui sont dans le truck. Et comme je prenais beaucoup le truck, souvent je me retrouvais assise à côté des mamas, et il y a cette hnana qu'il y a de nous vis-à-vis d'elles et d'elles vis-à-vis de nous, qu'on retrouve aussi chez nous. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a marquée, et j'ai retrouvé cette chose qui me manquait beaucoup, qui me manquait terriblement. Oui, qui vous manquait quand vous étiez, quand vous êtes en France ou à Paris ou aux États-Unis, parce que je sais que vous avez vécu un petit peu partout. On reviendra au côté personnel de votre vécu tout à l'heure. Mais pour rester toujours dans l'aspect professionnel, donc ce FIFO, ce festival, donc, qui en est à sa 19e édition, qui s'est tenu à Papeete, à Tahiti, est devenu une institution à laquelle vous avez beaucoup contribué. Vous êtes modeste, mais
Je sais que vous avez beaucoup contribué au développement de ce festival à partir de Paris, mais je sais également que vous voulez l'étendre. C'est le festival du film documentaire océanien, mais dans ce que j'ai vu, lu et entendu, vous avez entendu vous exprimer, vous avez presque envie de lui donner une dimension de région ex-colonisée. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Alors, moi, et c'est pas de la modestie, j'ai fait très peu pour le FIFO. Le FIFO, il est porté par une équipe qui était là bien avant moi. Le festival a 19 ans. Moi, je travaille au FIFO depuis 10 ans. Et il y a eu des équipes formidables, et il y a toujours des équipes formidables qui le portent, qui le développent. Ma contribution, elle est petite, elle est de le faire rayonner un peu plus en Europe, en Occident, et faire des partenariats aussi dans la région du Pacifique. Mais voilà, il est pensé et développé par les équipes locales qui font un travail incroyable. Ce qui nous importe et ce qu'on veut faire, c'est aussi pour ça que le FIFO a été créé, et c'est là où moi, c'est là ma partie, c'est de vraiment le faire rayonner, de porter la parole des Océaniens ailleurs dans le monde, parce que justement, ils ne sont pas assez entendus. Et Mhm. notamment dans cette période où on parle beaucoup du changement climatique, où on parle beaucoup de ces îles qui vont être englouties par la montée des eaux. Mais il y a d'autres problèmes dont on ne parle pas, parce que la montée des eaux, c'est une chose et elle arrive, on la voit. Hein, quand on est dans les îles, Mhm. on voit les Oui. plages qui disparaissent, on voit l'eau qui monte. Mais il y a aussi, dans la région, il y a aussi des sécheresses dont on parle très très peu. Il y a des îles comme les îles Marshall où il y a eu des sécheresses terribles, où les gens n'ont plus de quoi se nourrir, hein, n'ont plus de quoi manger. Quand on parle de la montée des eaux aussi, on ne parle pas de la salinisation des sols. C'est souvent ça qui pose problème. C'est-à-dire que l'eau de mer, elle monte dans la terre, ce qui fait que ça fait pourrir c'est Les impossible cultures. Oui. de faire Oui. pousser les cultures. Oui. Donc, il y a vraiment des risques graves. Et puis, il y a aussi justement, avec le déplacement des populations, puisque on commence à avoir les premiers réfugiés climatiques, et ils viennent du Pacifique. Oui. Avec le déplacement des populations, il y a aussi la perte de leur culture et la perte de leur langue et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand ils quittent leurs petites îles pour aller sur une grande île voisine et qui peut être étrangère, eh bien, ils vont perdre leur mode de vie, et leur culture, elle est très liée et très attachée à leur mode de vie et voilà, et leur langue et leur chant et leur danse et tout ça. Donc, c'est des problématiques qui sont quand même importantes. Et aujourd'hui, l'Océanie est vraiment aux premières loges du changement climatique. Et pourtant, on entend très peu la parole des Océaniens. Oui. 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 Voilà, C'est donc votre. donc le FIFO, c'est ça. L'objectif du FIFO aussi, pour nous, c'est de faire, c'est de porter cette voix-là et de porter cette parole euh, en Occident. Donc, et on y arrive ce matin, pas plus tard que ce matin, il y a un très joli article qui est paru dans Télérama, qui est un magazine français de référence Oui, culturelle, dans le plume cinéma, de, audiovisuel. Oui. la plume de Oui. François Exeger. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye de promouvoir le FIFO en tous les cas, et puis en faisant aussi des partenariats avec des festivals internationaux Mm. où on présente des films du FIFO, où on parle des problématiques qu'on retrouve dans nos films. Alors justement, le lien vers votre métier, hein, parce que le festival n'est pas votre activité professionnelle à plein temps, on va dire, même si j'imagine que vous devez passer beaucoup de temps pour préparer une édition annuelle. Justement, votre engagement à travers le documentaire d'impact en tant qu'impact stratégiste est quelque chose qui vous donne donc une étoffe supplémentaire dans votre engagement personnel et à travers l'engagement des documentaristes. Et là, on va essayer de faire le lien avec l'Algérie et les pays arabes parce que je sais que vous y travaillez aussi, Khadija. Alors, en effet, on essaye de développer. Alors, l'impact, moi, tel que je l'ai appris, en fait, c'est venu simplement de films hein, qui étaient justement montrés au FIFO, qui venaient d'Australie et d'une jeune réalisatrice qui avait fait un film superbe qui s'appelait The Opposition et qui était un film sur l'expropriation Mmh. d'un village en Papouasie-Nouvelle-Guinée où un gros promoteur immobilier
les a chassés a détruit leur village à coups de bulldozer et en tirant dans la foule aussi. Ça a été chose très grave pour construire un complexe touristique. Et cette jeune réalisatrice australienne qui s'appelait Holly Pfeiffer avait décidé avec ce film de faire de l'impact, c'est-à-dire de le montrer justement au plus de personnes possible, aux dirigeants et tout, pour montrer ce qui s'y passait, la violence qui avait été, qui pesait sur la population. Et donc une campagne d'impact. Et elle est venue au FIFO. Le film a gagné le Grand Prix cette année-là. C'était en 2018. Et elle nous a parlé de ça, cet impact et du pouvoir des films. En fait, on sait que les films ont un pouvoir. On a tous, je pense, on peut tous réfléchir, penser à un film qui nous a fait changer peut-être de perception, peut-être de comportement. Il y a même des films qui ont fait voter des lois parce qu'ils ont été montrés aux politiques, etc. Donc, c'est ça en fait. L'impact, c'est d'utiliser vraiment les films pour faire bouger les choses en faisant appel. Les films nous sensibilisent à des questions et nous laissent aussi avec des émotions. Et très souvent, on peut être bouleversé par un film, mais se sentir impuissant. Eh bien, le film d'impact, la campagne d'impact, et c'est là où on fait des stratégies sur des campagnes d'impact qui vont accompagner les films, elle va être là pour dire aux gens, mais si vous voulez agir, vous pouvez agir. Et on vous propose, si vous voulez agir, vous pouvez faire ça, ça, ça ou ça. Voilà. Alors, à qui s'adresse, j'ai envie de dire, qui sont les commanditaires de ces documentaires d'impact? Ce sont les gouvernements, ce sont des institutions, des entreprises. Qui va venir vous demander de produire un documentaire d'impact ou vous, qu'est-ce qui va vous faire contacter un réalisateur, un documentariste pour faire aboutir ce projet? Qui vient vous voir? Juste avant, je réalise que je n'ai pas répondu à votre précédente question parce que vous me parliez du lien avec les pays, Oui, avec l'Algérie et les pays arabes. En fait, voilà, c'était pour dire que cette discipline de l'impact, elle a été, comment dire, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, elle existe depuis 15-20 ans. Le métier de producteur d'impact ou de stratégiste d'impact, ça existe aussi depuis une quinzaine d'années. En Europe, on est très en retard, mais par exemple, et donc il y a des programmes qui ont été créés, notamment le Good Pitch, où il y a des films qui sont sélectionnés puis aidés pour leur campagne d'impact. Et donc la boîte qui a créé, la boîte de production qui a créé fait la promotion de l'impact dans le monde s'appelle Doc Society. C'est des Anglais qui sont basés aussi aux États-Unis. Et ils ont écrit un petit peu le guide, la Bible de l'impact. C'est-à-dire que c'est vraiment un guide qui explique la discipline et dont on peut se servir si on a envie de faire de l'impact avec un film. Et cette Bible ça obéit à des règles quand même, c'est ça? Ah oui, c'est une. Vous parlez de Bible, c'est que ça. Ouais. Il y a une discipline, c'est un métier en fait. Il y a un savoir-faire pour ça. Et donc, ça a été traduit en arabe. Et il y a eu aussi un événement au Liban, Good Pitch al-Arabi. Et il y a une équipe au Liban qui a traduit cette Bible en arabe, qui s'occupe de monter des choses. Beyrouth d'ici, il s'occupe de soutenir des films d'impact dans la région, dans les pays arabes en général, et aussi au Maghreb. Je sais qu'il y a en Algérie une réalisatrice qui a suivi déjà ce programme de training d'impact et j'espère que bien, très bientôt, elle pourra faire de l'impact avec ses films. Et voilà, et on travaille aussi, moi aujourd'hui, je rêve de travailler avec l'Algérie, bien sûr. Pour l'instant, j'ai été sollicitée par la Tunisie pour travailler, pour faire des formations d'impact. Donc, on forme les réalisateurs et les producteurs de films à l'impact, puisque, et ça va répondre à votre précédente question, puisque c'est eux qui demandent. En fait, il n'y a pas une commande pour des films d'impact. L'impact, il vient de la campagne d'impact, elle vient du désir du réalisateur et des producteurs d'aller plus loin avec leurs films. Très bien. Voilà. Donc, ce sont des films soutenus. Ce sont des films qui doivent trouver des fonds pour se produire et se réaliser. Très bien, très bien. Ça n'a pas une vocation commerciale, mais plus de sensibilisation. Plus sociétale même. Par exemple, si on a un film sur
Je sais qu'il y a eu un film qui a été fait notamment en Algérie par Halim Sahraoui sur le handicap en Algérie, par Oui, exemple. oui, Eh bien, oui. typiquement, ce genre de films sont des films d'impact parce qu'on pourrait les Mhm. utiliser pour montrer la situation des handicapés, pour aussi sensibiliser les politiques, les décideurs, les décisionnaires à faire plus pour les handicapés. Voilà, c'est Oui. ça l'impact en fait, c'est qu'on va prendre un problème sociétal donné, ça peut être aussi un problème culturel, et puis Mhm. on va utiliser le film, on va par exemple, ça peut... Là, je travaille actuellement sur une campagne qui est un petit peu liée à l'Algérie, puis c'est une campagne sur les migrants, sur les Mhm. réfugiés et les Mhm. migrants subsahariens qui viennent en Algérie, qui arrivent en Algérie. Et, et bien, par exemple, ce film-là, il est montré à l'Office international des migrations, à l'OIM, il est montré dans les associations qui travaillent avec les migrants sur le terrain pour leur permettre de libérer la parole, de raconter un petit peu leur histoire, leur trajet, leurs problèmes, leur parcours. Voilà, c'est vraiment ça Oui. l'impact. Très intéressant en tout cas, très, très intéressant. On aimerait le voir développer en Algérie, bien entendu, grâce à vous, pourquoi pas. En tout cas, Inch'Allah. heu, je sais que ça vous ferait, plaisir de pratiquer ce pourquoi vous êtes engagés, ces derniers temps, avec votre pays d'origine. Et Et c'est justement, surtout je qu'en veux Algérie, il y a, excusez-moi, oui? c'est surtout qu'en Algérie, il y a des réalisateurs incroyables et des producteurs Oui, incroyables. On oui, a tout à fait. l'industrie du cinéma, qu'elle soit du documentaire ou du film de fiction, parce qu'on peut faire de l'impact avec la fiction aussi, hein, pas Oui, seulement avec les d'accord. documentaires. Mmh. Voilà, on a des cinéastes qui sont reconnus partout dans le monde, voilà, qui présentent des films formidables dans les plus grands festivals aussi Oui, internationaux. oui, oui. Et vraiment, je voudrais saluer leur courage de continuer à faire des films dans les conditions dans lesquelles ils les font. Mmh. J'ai la chair de poule en parlant, vous voyez, parce que c'est vraiment, ça me tient à cœur. Voilà, on a des acteurs incroyables, on a des cinéastes incroyables Oui. et il Il y a faut les une soutenir. génération qui se prend un peu en charge et c'est très bien, qui Ouais. dépasse, les difficultés et qui relève les défis et comme vous dites, Et qui nous, qui remporte des prix ou qui sont au moins sélectionnés dans des festivals à l'étranger et c'est très bien. et qui ne compte Alors que je sur vais elles-mêmes. oui? Et qui ne compte que sur elles-mêmes. Et qui ne compte que sur elle-même, voilà, qui dépasse le stade de, plaintif et revendicatif qui est nécessaire forcément quand ça va pas et quand au bout d'un moment on voit pas le bout, mais voilà, il y a cette génération de Lies Salem, de Anis Jahed, de Yanis Koussim, enfin de plein d'autres que j'en oublie certainement, de la Et les jeune filles aussi, Chouir, bien sûr, Adila Ben de Imran, Adila Bendimred, de la fille Chouir, réalisatrice, voilà, donc de Sophia, bien sûr, Sophia Djama, la réalisatrice également, et tant d'autres à qui nous passons un grand bonjour aujourd'hui à travers cette émission. Alors, je vais vous faire revenir en Algérie, Khadija Benouata, parce que vous en parlez, pour savoir d'abord connaître les motifs de votre départ d'Algérie. Alors, je ne sais si vous êtes né en Algérie ou à l'étranger. non, je suis née en Euh, Algérie, j'ai grandi en Algérie. voilà. Je suis partie avec une petite. À l'adolescence, je suis partie vivre aux États-Unis pendant quelques années, mais j'ai passé mon bac à Alger, j'ai passé mon bac en 89, qui était une année particulière. Et je suis partie parce que les études que je voulais faire, je ne pouvais pas les faire en Algérie. Donc, je suis partie en France faire mes études avec aucune intention de rester en France. C'était quoi J'avais comme étude vraiment... alors? C'était quoi comme étude? J'ai fait des études d'information et enfin, j'avais un double cursus. J'étais inscrite en prépa Hippocagne, en prépa philosophie, littérature. Et j'ai fait des études d'information et communication et histoire de l'art à la Sorbonne. Bon, pour la partie information et communication, c'est disponible en Algérie, hein, même à votre époque. Aujourd'hui, mais pas, non. Il y avait pas la formation, Peut-être en qu'il y tous a les cas. oui, peut-être le, Non, le parce que côté artistique ouais, en c'est ça. plus, oui, voilà. Mais En fait, information, pour moi, c'était communication aussi.
Oui. Les études que j'ai faites, c'était le LAEC, c'était lettres, arts, expression et communication. Et il y avait tout un volet qui était sur Mhm. l'industrie culturelle et artistique, Mhm. qu'il n'y avait pas en Algérie, avec un programme qui m'a permis de travailler sur tous les... Mon rêve, et puis il a été réalisé, pas par moi, mais ça a été fait. Mon rêve, c'était, parce que j'ai été bercée par les souvenirs dans ma famille, de recréer le festival panafricain à Alger. Et du Ah coup, j'ai oui, voulu... grande ambition. Oui. Mm. Mais je voulais faire un festival qui était vraiment pluridisciplinaire. Et du coup, j'ai voulu travailler. J'avais deux passions. Il y avait le spectacle, la culture de façon générale et les cultures du monde. J'ai toujours été très curieuse des cultures du monde entier, de la diversité des cultures humaines. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et petite, j'avais une préoccupation, c'est que je me disais, la planète est grande et que je ne pourrai jamais visiter tous les pays et que je ne pourrai jamais rencontrer tous les peuples qui peuplent cette planète, Oui. toute cette communauté humaine qui est la nôtre. Euh, et, et donc, j'ai voulu travailler dans les différentes disciplines artistiques et culturelles, ce qui fait que pendant la première partie de ma vie, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le spectacle, dans le théâtre, dans la danse, voilà, pour connaître bien toutes ces filières et être à même de créer un festival pluridisciplinaire avec toutes ces cultures-là. Chose que je n'ai pas faite, mais qui a été faite. Donc, euh, Oui, donc voilà, à ça, Tahiti, finalement. ça a C'est allé été, loin. Oui. ça a été la première chose et c'est pour ça que je suis partie, parce que j'ai eu l'opportunité justement de travailler dans tous ces secteurs-là en France. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez, une question que je pose à pratiquement tous nos invités. Au jour du départ, qu'est-ce que vous avez emporté dans vos valises d'Algérie? Un objet peut-être que vous avez encore aujourd'hui. Voilà. Euh, j'ai emporté différentes choses. Oui, j'ai emporté une théière du Sud, les Oui, petites théières à thé oui, J'ai emporté une poterie de Kabylie. J'ai emporté une khemsa. J'ai emporté une statue que m'avait offert une amie très chère, une statuette en bois. Euh, j'ai dû emporter plein de choses. Mais voilà, je pense à ces objets-là oui. parce que je les ai, parce que je les ai toujours. Euh, et puis j'ai Ah surtout oui, ah bah oui, c'est emporté, bien. Mhm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que... j'ai emporté quelque chose Oui, d'immatériel. oui, alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai j'ai emporté un amour qui est euh, irrationnel de mon pays. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est justement pas matériel et qui dure. C'est cet amour-là. Oui. Vous vous rendez souvent en Algérie? Vous arrivez à y aller? Je suis revenue en 2019 parce que voilà, j'ai eu l'appel du Hirak. C'était important pour moi d'être là et de marcher. Et puis j'espère bien revenir très bientôt. Mais Oui, moins souvent que je le voudrais. oui, oui, sans doute. Avec le nouveau contexte de pandémie et d'organisation des vols, c'est un peu plus difficile. Je vous comprends. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, toujours dans le contexte algérien, qui vous entoure, que ce soit à Tahiti ou en France, où vous résidez aussi, dans votre quotidien? Est-ce que vous parlez l'arabe, par exemple, avec des personnes que vous rencontrez souvent? Est-ce que vous écoutez de la musique algérienne et laquelle? Je ne sais de quelle origine d'Algérie, de région. Je sais que vous venez de régions diverses d'Algérie. Donc, il y a peut-être une musique qui va prendre sur l'autre. Hein. Qu'est-ce que vous avez au quotidien qui vous interpelle et qui vous fait vivre votre algérianité, Khadija? La cuisine, déjà, plus que bien sûr la musique. Alors,
ma mère est de Blida et mon père de Constantine. Mon père est un passionné de musique arabo-andalouse, de Malouf, voilà. Donc j'ai baigné avec cette musique de toute mon enfance et après. Après, moi, ce que j'écoute, c'est assez varié. Hein. Oui, J'aime. Alors, de cette musique-là qu'écoutait mon père, etc., j'aime beaucoup Renette Loranaise. Après, j'écoute de la musique arabe, j'écoute Esmahen, j'aime beaucoup. Et puis algérienne, toutes les chirettes. Et, euh, et du Cherbi, bien évidemment. Et voilà, donc d'accord. Mm. j'aime beaucoup aussi la musique du sud, du désert, les déserts de blues, tout ça. Tous les groupes Oui, qui. oui. Voilà, donc ça, c'est ce que j'écoute, ce dans quoi je baigne, je lis. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont les lectures qui vous rapprochent de l'Algérie ou qui vous tiennent un petit peu informés sur l'Algérie, à part les médias, je suppose que vous devez lire, puisque vous êtes journaliste en plus à la base. Donc, j'imagine que vous avez ce réflexe de lire la presse. Mais en littérature, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous touchent plus particulièrement, des auteurs algériens, Oui, il y a des auteurs qui des sont. auteurs Alors, et bien des autrices? et les autrices. Bien évidemment, de temps en temps, relire les classiques, c'est bien aussi. Mm. Assia Djebar, Kateb Yassine, que j'ai relu récemment. Mais j'aime bien aussi, il y a des nouveaux, il y a des jeunes auteurs. Je pense à Khatera Dimi Oui, oui, récemment, oui. euh, autrice. J'aime beaucoup Meissa Bey. J'ai lu aussi dernièrement Chouray Amari et puis Samir Toumi, voilà, qui sont des auteurs plus récents et qui, en effet, me Nouvelle reconnectent avec vague, la nouvelle vague et un qui me peu. reconnectent avec l'Algérie d'aujourd'hui. Oui. Mm. Oui, donc vous allez vous voyager entre l'ancien, enfin entre le classique et le contemporain, hein, on va dire. Ouais. Merci Khadija. Je rappelle que Maya, oui, à nos amis fidèles, que vous pouvez retrouver ces visio entretiens sur les réseaux sociaux du Soir d'Algérie, sur le site web du Soir d'Algérie, bien entendu, sur la chaîne YouTube du Soir d'Algérie. Voilà, Khadija Benouataf était avec nous à partir de Papeete, Tahiti. À bientôt. Au revoir. Slama, merci. Slama, au revoir.